Bienvenue à cette première conférence sur le risque pays de la RDC, organisée par le ministère des Finances de la RDC en collaboration avec l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation. La conférence sur le risque pays est organisée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2017. Nous avons tenu cette année 2022 la 6e édition au mois de juin. Et cette conférence est devenue l'événement par excellence qui réunit des experts africains, des experts régionaux, des experts internationaux autour de débats de très haut niveau qui leur permettent de discuter de leur perception du risque d'investissement, mais d'apporter également des pistes de solutions aux différentes problématiques identifiées. L'objectif est de donner une perspective africaine du risque des pays africains en éliminant le biais qui pourrait être lié à la mauvaise interprétation de ce risque. Je remercie tous les participants qui sont venus aujourd'hui à Kinshasa pour discuter de l'économie et de l'attractivité de la République démocratique du Congo, des sujets essentiels pour le futur de notre pays et de sa capitale. Kinshasa est à l'avant-garde du développement économique de la République démocratique du Congo. La ville est principal centre d'affaires du pays. C'est aussi une interférence essentielle entre la République démocratique du Congo et le reste du monde. L'agence Bloomfield Investment Corporation présentera ce matin un rapport de risque pays qui établit la cartographie des risques de la RDC, présentant nos forces, nos faiblesses, mais également nos opportunités économiques. À la suite de cette présentation, des panels réunissant des experts, des hommes politiques, des diplomates, des responsables d'industrie, des cadres du secteur privé et public, ainsi que les membres de la société civile, prendront place pour aborder les principales problématiques relevées dans le rapport risque pays. Sur le plan du climat des affaires, nous avons évalué la RDC à 5 sur 10, donc risque modéré, avec une perspective stable. Et sur le long terme, en fonction des politiques publiques qui ont été mises en place, de la stratégie qui a été mise en place, nous pensons qu'il y a la possibilité d'un rehaussement de 10 points de base pour passer à 6. La solidité du système financier est à 4,5 dans risque modéré, avec une possibilité d'évoluer à 5, risque modéré toujours en termes de perspective et sur le court terme, parce que le court terme, nous parlons de 12 mois parce que nous sommes dans une logique dynamique et le long terme au-delà de 12 mois. Le risque sociopolitique que nous estimons être à risque modéré, à 4. Et vu les incertitudes que nous anticipons, nous restons sur cette logique de 4 et jusqu'à certainement la prochaine réévaluation en 2023 avec une perspective cependant qui demeure stable. Et comme note finale, donc comme note cumulé, nous avons 5,1 qui rentre dans la catégorie de risque faible, donc qui dit expressément que l'investissement en RDC n'est pas un frein, au contraire, il y a des faiblesses sur lesquelles nous nous sommes appesantis tout à l'heure, mais il y a une politique, une stratégie de mettre en place des politiques publiques pour pallier à ces faiblesses-là, d'où cette perspective que nous anticipons qui pourra éventuellement évoluer. La raison pour laquelle nous anticipons à court terme une évolution de 0,5 points de pourcentage de cette note-là. Et voilà, voici présenté le rapport de risque pays avec ses résultats. La conférence de ce jour sur le risque pays constitue une nouvelle plateforme pour communiquer au maximum sur ces améliorations et impliquer l'ensemble des parties prenantes dans le débat autour de la notation du risque pays. Cependant, je me permets de formuler quelques observations et d'apporter quelques précisions au rapport afin d'alimenter les débats qui vont suivre. Sur la note globale,
Je suis étonné de voir que l'agence ne prévoit pas une amélioration de la gestion des finances publiques au vu des nombreuses réformes. Certes, cela a été mentionné, mais cela n'apparaît pas clairement comme une perspective claire. C'est également le cas pour le risque sociopolitique, où pourtant de nombreuses dépenses d'investissement et dépenses à caractère social sont effectuées dans le domaine des infrastructures de base, dans le domaine de la sécurité, bref, dans tous les domaines qui concourent à assurer une plus grande résilience au niveau socio-économique et même politique. 15% des dépenses publiques affectées aux investissements, un chiffre jamais atteint depuis de longues années. 22% des dépenses publiques affectées au secteur de l'éducation, également une prouesse inégalée. On était à 11%, à la moitié de ce chiffre il y a à peine 2 ou 3 ans. Multiplication par 6 des dépenses opérationnelles de défense dans le contexte de l'état de siège et des conflits émergents. Hausse de 45% des salaires en moyenne de la fonction publique et plus du doublement des salaires pour la catégorie des enseignants. Multiplication par 8 du niveau des retraites au sein de la fonction publique, relance du processus de mise à la retraite des fonctionnaires et agents de l'État, avec notamment un package significatif. Bref, nous avons sur le plan socio-économique une orientation politique conforme à l'engagement politique du chef de l'État et du chef du gouvernement de servir le peuple d'abord et de s'assurer de réduire la fracture sociale entre Congolais. Les projections du gouvernement et du FMI prévoient une croissance économique entre 6 et 7% par an, entre 2022 et 2024. Et bien sûr, cela nous place au-dessus de la moyenne des pays émergents et celle des pays d'Afrique subsaharienne. Toutes nos politiques ont pour objectif de soutenir notre potentiel de croissance, tout en protégeant les plus fragiles, en corrigeant notamment les faiblesses persistantes de notre économie. Le programme du FMI joue un rôle de catalyseur pour attirer d'autres financements dans notre pays, afin de renforcer cette bonne dynamique. Le gouvernement s'emploie à créer toutes les conditions favorables d'attractivité du pays, notamment pour des investissements privés. C'est pourquoi le chef de l'État et moi-même avons fait de l'amélioration du climat des affaires une grande priorité de notre gouvernement. La structure de PIB n'a pas connu de changement notable sur la période 2017-2021. Globalement dominée par le secteur primaire, et la part de PIB se chiffre aujourd'hui à 36,7% en moyenne entre 2017 et 2021. Et le secteur tertiaire possède la seconde contribution la plus élevée au PIB, 33,4% en moyenne. Et il est suivi par le secteur secondaire, dont la contribution s'élève à 25,2% en moyenne sur la période. Et en termes de projection pour 2022, source c'est le budget qui a été déposé, la contribution des secteurs d'activité au PIB est estimée quasi à 42%, 45% pour le secteur primaire et 30,4% pour le secteur tertiaire et 24,1% pour le secteur secondaire. Le simple fait de parler ouvertement du risque, ça réduit déjà la perception, la mauvaise perception du risque. Et c'est aussi l'un des objectifs de notre atelier de ce jour. Nous devons parler le plus clairement possible des défis que nous avons, des risques, et de la manière dont nous les abordons pour transformer notre réalité. C'est aussi rassurant de l'entendre, et c'est rassurant de savoir que des choses se font et qu'on vient rendre compte. Voilà pourquoi c'est important qu'on ait cet exercice et qu'on l'ait de manière régulière. On peut dire que
que la dollarisation peut avoir des implications sur l'inflation. Mais de dire que notre économie, la dollarisation maintient notre économie dans l'hyperinflation, ça demande une petite nuance. C'est l'hyperinflation qui a amené notre économie dans la dollarisation, dont nous avons aujourd'hui, on fait des efforts pour pouvoir en sortir. Même avec un faible niveau d'endettement, si vous avez des recettes faibles, vous pouvez à un moment avoir des difficultés à rembourser. Si vous continuez à augmenter les recettes, vous démultipliez votre possibilité d'endettement. Mais pour l'instant, la vulnérabilité au secteur minier reste quand même extrêmement importante. Nous sommes en projet de construire une usine de cobalt pour produire cobalt haute purité. Ça sera la plus grande usine du monde de raffinage de cobalt pour faire un cobalt haute purité. J'aimerais savoir si au niveau de la Banque centrale et du ministère des Finances, s'il y a des réflexions sur les nouveaux instruments qui pourraient permettre au gouvernement de pouvoir s'endetter. Je pense ici à un marché des obligations, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a une volonté, gouvernement, ministère des Mines, d'imposer la transformation dans ce secteur-là en exigeant, et l'idée c'était 15 à 20% minimum, du cuivre métal soit gardé ici pour le transformer en câble en cuivre qui aujourd'hui coûte 2 fois sur le marché international que le prix du métal. Est-ce qu'il y a des réflexions pour le développement des instruments pour l'endettement intérieur au niveau de la Banque centrale? Oui. Dans le cadre des réformes, nous sommes en train de travailler sur le développement des marchés financiers. Comment on peut arriver par exemple à avoir un marché secondaire des bons du Trésor, des obligations du Trésor? C'est des réformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. La seule difficulté, c'est que pour la transformation agro-industrielle, il y a des prérequis qui sont peut-être plus lourds à mettre en œuvre en termes d'infrastructures routières, portuaires, énergétiques. Et nous avons eu un exemple de défi qu'on a ici avec la panne de courant électrique. Tout ça, c'est un peu plus lourd pour un vibrant secteur industriel, notamment agro-industriel. Mais il est clair que c'est là notre avenir. On doit arrêter d'importer toutes ces choses. Et nous avons déjà, dans les discussions qu'on a eues hier avec le secteur privé, nous avons, je ne parlerai pas de pacte, mais c'est presque, nous avons convenu de faire en sorte qu'on mette en place un dispositif contraignant pour pousser cette transformation. Malgré tous ces défis, les investisseurs savent combien le potentiel de l'Afrique est grand et combien les opportunités sont nombreuses. Que si, malgré tous ces défis, l'Afrique reste attractive, eh bien, en améliorant sensiblement le climat des affaires, en créant des standards internationaux reconnus et en rassurant les investisseurs potentiels, eh bien, nous pourrions en retirer un triple bénéfice. D'abord, la croissance économique, ensuite la stabilité financière et par ricochet, bien sûr, le développement humain. Notre pays s'est aligné sur les bonnes pratiques parce que depuis l'exercice 2021, nous produisons avec la loi des finances publiques qui est présentée au Parlement un document qui s'intitule la déclaration des risques budgétaires. Ce document analyse donc les risques qui peuvent empêcher la bonne exécution du budget au cours de l'exercice. Certes, il y a des défis importants qui consistent aussi à maintenir les réformes sur lesquelles on a avancé, guichet unique de création d'entreprises, on ne devrait pas reculer là-dessus, il faut maintenir les acquis. Des défis importants en termes de fiscalité et de tous les autres paramètres qu'on a évoqués, on pourra en revenir sur les réformes, mais il y a lieu de reconnaître aujourd'hui qu'en dehors de toutes les autres tracasseries qu'on peut voir, qu'il y a cette détermination sans faille et importante à vouloir améliorer le climat des affaires au pays. Alors ma question pour vous est celle-ci, M. Bonongué. Selon vous, sur quels aspects les efforts doivent se concentrer concernant la révision de ce code-là? Madame le gouverneur de la Banque centrale, les ministres des Finances ont parlé de ça tout à l'heure. Ce pays est dollarisé à 85%. 85%. Le risque majeur du coût des investissements, c'est quoi? C'est que comme on utilise beaucoup de dollars et comme les tours naissent ici dans la ville de Kinshasa, sans qu'on sache d'où vient pratiquement l'argent, eh bien cela pose un problème. Et le département du Trésor américain a ciblé la République démocratique du Congo.
Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'avoir ce pays interdit d'utiliser les dollars. Je parle sous le contrôle des banques commerciales qui sont là, n'est-ce pas? Madame le gouverneur de la Banque centrale, je ne sais pas si elle est encore là, le ministre des Finances sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Et c'est un risque majeur. Dans le cadre des réformes, l'adoption des lois n'est pas le processus final, mais le début du processus. Souvent, les gouvernements votent des lois et disent c'est bon, on a réformé. Non, ça ne suffit pas. C'est le début du processus parce qu'il faut compléter, accompagner, former, dialoguer et digitaliser. Ce que nous devrons faire dans nos entreprises, c'est de comprendre leur activité, de comprendre comment le financer. Comment pouvoir le financer et se faire rembourser? Quelles sont les incitations que nous devrons faire pour être sûr que le financement de PME, ça se fait d'une manière responsable? Excellence, Monsieur Acelo Akito, quel est aujourd'hui l'état d'accès à l'étendue du territoire national en RDC? La RDC, comme les autres pays du monde ou d'Afrique, est ouverte. Ses frontières, ses voies d'accès sont susceptibles d'être franchies à la seule condition pour quiconque veut y entrer ou en sortir de se conformer aux conditions légalement prévues par la législation nationale ou par des textes qui régissent les rapports de notre pays avec ces pays, les États voisins ou les organisations régionales ou sous-régionales. Et donc la perception internationale est souvent tronquée. En fait, elle ne prend pas en compte la diversité qui existe dans ce pays continent et qui, bien sûr, connaît toujours aujourd'hui des situations sécuritaires extrêmement difficiles, parfois de violence extrême, notamment et surtout dans les 3 provinces de l'Est du pays qui sont toujours soumises à la violence des groupes armés. Pour avoir pris le risque RDC en tant qu'investisseur ou en tant que patron de banque aujourd'hui, je peux dire que la RDC a connu une évolution et ça s'est fait sentir et ça s'est fait voir dans les chiffres. Pouvez-vous nous expliciter aujourd'hui quelles sont les stratégies mises en place par la RDC pour développer une économie qui soit respectueuse de l'environnement et qui prenne en compte les changements climatiques? Quand nous regardons de près, la RDC, plutôt c'est un pays solution, avec son massif forestier, qui est le plus grand en Afrique et le deuxième après l'Amazonie, mais le premier en termes de séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, le gouvernement a pris des résolutions pour que ces forêts soient gérées durablement. Donc moi, spontanément, je ferai aussi quelques suggestions, mes amis partenaires congolais. Au moins, il y a quelques points qui peuvent être tirés de l'expérience française, s'agissant de l'approche des territoires et ce qui permet de réduire les inégalités. Peut-être dynamiser les territoires, par exemple, en pensant une stratégie qui crée des pôles de compétences territoriales sur le plan économique, sur le plan de la recherche, de l'université. C'est ce que nous avons fait en France, c'est ce que d'autres pays européens ont fait également. Bon. Quels sont les 2 éléments qui restent? Dépenses par le gouvernement et les investissements. Et je crois que ces deux facteurs vont de pair. Parce qu'on a vu aujourd'hui, on en a parlé, je crois son Excellence, le ministre de la Finance l'a mentionné aussi, le rapport l'a mentionné, qu'aujourd'hui, la dépense du gouvernement, c'est 12% du PIB. C'est la 4e, le Congo est la 4e la plus basse dans la liste. Les pays comme la Namibie, la Burundi, la Zambie sont dans les 35 à 40%.
Donc, il faut qu'on puisse augmenter les dépenses du gouvernement dans des domaines de l'infrastructure qui vont aider, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, parce que c'est ces domaines-là que je trouve freinent les nouveaux investissements. Dans le secteur manufacturier et le secteur agricole. Et cela aussi a une incidence sur le taux de croissance économique, puisque pour parler de croissance économique, il faudrait passer par la diversification économique. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, lorsqu'on regarde son bilan carbone, il est positif. C'est-à-dire que nos 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides jouent un rôle de poumon de la planète à travers la photosynthèse, puisque nos forêts absorbent environ 450 à 500 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, et la RDC émet environ 260 millions de tonnes. Donc le bilan pour la RDC est positif, et donc la RDC est véritablement un pays solution. Il y a une grande transformation en cours en République démocratique du Congo, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, social et même environnemental. Il est important que les efforts réalisés soient bien relayés, bien compris et bien relayés à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Nous avons l'ambition de travailler de manière ouverte et transparente avec tous nos partenaires, internes et externes. Et donc ce rendez-vous, qui est à sa première édition, nous allons le refaire les années prochaines pour nous assurer qu'ensemble, on évalue de manière juste et transparente les progrès de notre pays. Alors, pour la notation financière de la RDC en monnaie locale, la RDC a obtenu 3B dans risque modéré, qui est une note d'investissement. Pourquoi la RDC? Parce que la RDC est un pays africain et nous sommes une agence de notation financière panafricaine. Et l'objectif, c'est de noter tous les pays africains. Aujourd'hui, nous avons une douzaine de pays que nous notons et nous allons continuer dans un objectif de noter tous les 54 pays africains. Donc cet effort d'amélioration de la collecte des revenus et de l'exécution budgétaire est un élément très important qui peut être structurel compte tenu des efforts qui sont développés par cette administration. Et pour avoir longtemps travaillé sur ce continent, et 4 des 5 continents de la planète, je sais combien ces questions de risque sont importantes pour attirer les investissements étrangers. Et je suis évidemment extrêmement intéressée par l'avenir du continent africain. Je suis africaine, je suis née sur le continent africain et les mutations du monde aujourd'hui nécessitent que l'on s'intéresse à ce qui s'y passe. Et vous savez que le monde est totalement connecté. Ce qui se passe à Kinshasa peut avoir un impact à Paris ou à Boston. Et moi, je suis une citoyenne du monde. Donc voilà pourquoi je suis venue. Well, this conference, I think we need to call it not risque pays, we need to call it opportunité pays ou potentiel pays. Because the Democratic Republic of Congo is at the heart of the energy transition, which we think is probably the biggest purchase order in the history of the world and certainly in the history of the Democratic Republic of Congo, because the Congo is the most important source for battery materials. Without the Congo, there's no mobile phones, there's no electric vehicle, there's no stationary batteries. Everything has to come from here because the Congo geologically has the biggest resources of battery materials, of cobalt in particular. Que la notation s'est améliorée de façon significative, ce qui est bien pour l'environnement des affaires globalement, parce que cela va conférer, ou bien cela confère désormais beaucoup plus d'ouverture aux entreprises locales, de pouvoir non seulement se déployer plus facilement, parce qu'ils auront le soutien d'investisseurs, d'autres investisseurs étrangers, comme des banques locales. Le RDC est en plein développement. Et nous sommes tous conscients que notre pays n'est pas parfait. Et c'est le genre de plateforme qui nous permet des libres-échanges avec des autorités, avec la société civile, avec le secteur privé, de parler des questions que nous pouvons améliorer pour ensemble créer un partenariat public-privé pour qu'on aide la question globale de la développement sur la RDC. Frein que les investisseurs ont quand ils pensent à investir dans la République démocratique du Congo. Et l'un de ces freins jusqu'à maintenant, c'était
tout ce qui était relatif à la santé. Si j'investis et je tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pu annoncer lors de ma présentation que aujourd'hui même, en fait, durant ma présentation même, on était en train de faire au Centre médical Diamant à Lubumbashi une chirurgie cardiaque à cœur ouvert sur un bébé de 5 semaines qui pèse entre 2 et 3 kg, qui a un cœur minuscule avec des trous dedans qu'on est en train de réparer. Donc, c'est une des chirurgies les plus compliquées qui peut se faire dans le monde et on est en train de la faire en République démocratique du Congo. Tout ça pour dire aux investisseurs potentiels que, au moins, tout ce qui est du domaine de la santé, il n'y a plus à craindre parce qu'il y a des solutions. Le plus important, ça n'est pas tant la note, mais ce que je retiens, c'est que c'est une première en République démocratique du Congo, mais pas une dernière. Les deux éléments clés d'une conférence de ce type, risque pays, c'est avant tout l'engagement de tous les acteurs économiques, et en particulier l'État, un engagement de transparence qui est pris à l'égard des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Mais le second point, c'est surtout la dynamique, parce que l'objectif, c'est à la fois d'évoquer les points forts, les points faibles, les menaces, les opportunités, mais surtout de s'engager dans une dynamique pour pouvoir voir quelles sont les réformes qui sont entreprises et dans quelle mesure le climat des affaires s'améliore dans le temps. So I think it's quite informative for a lot of us, especially me, now that at least I'm now very versed in a couple of things that government is doing to tackle this, which I think guides my sense of, assessment, of both customers and of course the economy in terms of potential business, review for my bank. Yeah. Donc ce problème du changement climatique est un problème qui est transversal, qui nous affecte tous. C'est un problème qui met à mal la production de certaines ressources, notamment en termes de sécurité alimentaire, puisque il devient de plus en plus difficile de rendre l'agriculture résiliente. Il y a un dérèglement au niveau de la pluviométrie. Tout ça crée des problèmes, notamment au niveau sanitaire également, puisque aujourd'hui, sur des hauts plateaux où il n'y avait pas de malaria aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, il y a la malaria. Donc en fait, notre recherche de réduction de pauvreté, notre recherche de pouvoir créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive, tous ces efforts-là sont mis à mal par ce changement climatique. Donc, si jamais le pays n'arrive pas à bien gérer ce risque climatique, le pays sera mal coté et l'argent que nous irons emprunter nous coûtera beaucoup plus cher.